Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, chronique et reportage, 90 minutes pour donner du sens à l'actualité et aux crises que nous traversons. Voici le sommaire de ce 30 avril avec cette question: la France est-elle anti-musulmane? L'assassinat d'un fidèle à la mosquée de la Grande Combe a provoqué une polémique sur la lenteur de réaction du ministre de l'Intérieur. Elle s'est poursuivie au Sénat aujourd'hui, où un moment de recueillement a finalement été respecté alors que Gérard Larcher refusait initialement l'idée d'une minute de silence. Peut-on parler d'islamophobie? Y a-t-il un racisme structurel dans notre pays? On répond à ces questions juste après les titres. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, direction l'Iran, où le régime des mollahs se rapproche dangereusement de l'arme nucléaire. So this is a very urgent moment. Il y a urgence, ce n'est pas une question de mois ou d'années, mais peut-être une question de semaines. Le monde peut parvenir à éviter le spectre de nouveaux conflits militaires dans ce monde et dans une région, je n'ai pas besoin de l'expliquer, particulièrement volatile. Comment stopper cette escalade? Pourquoi Donald Trump a-t-il décidé de négocier en urgence avec l'Iran? L'État d'Israël pourrait-il frapper préventivement les installations nucléaires iraniennes? Ne ratez pas notre débat sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, on reconstitue le fil des réactions politiques depuis l'assassinat d'Aboubacar Cissé avec Jonathan Dupriez. C'est une famille en colère, celle d'Aboubacar Cissé, le jeune homme assassiné de multiples coups de couteau dans une mosquée du Gard vendredi dernier. Depuis sa mort, ses proches dénoncent l'absence de l'État à leur côté. Ils disent n'avoir reçu aucun appel de l'exécutif, pas même de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, pourtant en charge des cultes. Ça nous fait très mal. Tout ce qu'on demande à l'État, qu'il fasse la justice, que la justice soit faite voilà, pour notre frère. Accusé par la gauche d'avoir mis plus de 48 heures à réagir, le locataire de la place Beauvau n'a cessé de se défendre, de souffler sur les braises, d'un discours anti-musulman et d'une indignation à géométrie variable. C'est un mensonge. Je n'ai jamais refusé de recevoir la famille. Que des hommes et des femmes politiques puissent proférer de tels mensonges et qu'on les laisse mentir impunément est inacceptable. La polémique s'est invitée au Sénat cet après-midi lors des questions au gouvernement. Le groupe écologiste a vivement interpellé le Premier ministre quant au manque de soutien supposé de l'exécutif vis-à-vis de la communauté musulmane. Qu'allez-vous faire pour lutter réellement contre la montée de l'islamophobie avant que d'autres drames ne surviennent? Tous nos compatriotes musulmans, tous nos compatriotes juifs, tous nos compatriotes chrétiens, tous nos compatriotes agnostiques et nos compatriotes athées et d'autres sensibilités, tous ont droit de citer. Et j'ai ajouté hier qu'à mon sens, nous devrions creuser l'idée de devoir de citer. Nous avons le devoir de construire ensemble quelque chose qui est de la citoyenneté et du destin partagé. Alors que l'Assemblée nationale a observé une minute de silence hier en hommage à Aboubacar Cissé, la pression des groupes de gauche au Sénat a poussé Gérard Larcher à une déclaration et un temps de recueillement. Le Sénat exprime toute sa solidarité à la communauté musulmane. Ces faits illustrent l'état de fracturation de notre société. Au nom du Sénat tout entier, j'assure les familles des victimes de notre compassion et de notre solidarité. Ce changement de programme de dernière minute a été salué par les socialistes et les écologistes dans l'hémicycle. La France est-elle anti-musulmane? On en débat tout de suite avec nos invités. Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne, ancienne ministre et présidente de l'Assemblée des femmes. Rachel Bignaz, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste au service société de Marianne. Magali Lafourcade, bonsoir. Bienvenue, magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et je signale que vous publiez ce livre « Démasculiniser la justice » aux éditions Les Petits Matins. C'est à paraître dans quelques jours. On est également en duplex avec Jean-Raymond Hugonet, qui est sénateur apparenté LR de l'Essonne, conseiller municipal de Limours. Bonjour et bienvenue à vous. Et j'accueille Antoine Oberdorf. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Antoine, journaliste à l'opinion, habitué de ce plateau et éditorialiste politique pour Sens Public. Aujourd'hui, bienvenue à vous dans ce rôle. Je commence avec ce temps de recueillement au Sénat. Après un hommage, on ne l'a pas spécifié dans notre sujet, qui était rendu à la fois à la jeune fille poignardée
à Nantes, aux fidèles tués dans la mosquée de la Grande Combe et aux rabbins agressés à Orléans. Est-ce que le président du Sénat a fait le bon choix finalement, Laurence Rossignol ? Écoutez, s'il a fait un choix qui, en fin de compte, se révèle être à peu près honorable, il a fallu l'y pousser. C'était pas sa première préoccupation que de faire une minute de silence et de rendre hommage à Boubacar Cissé. Il a fallu que les groupes de gauche l'interpellent et je crois qu'on avait décidé, nous, avec le groupe écologiste en particulier, d'organiser nous-mêmes la minute de silence que la présidence du Sénat ne voulait pas organiser. Donc il a été contraint, il a fait, évidemment, il y a eu une espèce de... Tout a été mis, tous les drames qui ont eu lieu et ces derniers temps ont été groupés. Ce qui est embêtant, c'est que cette position n'est pas à la hauteur de cette institution. Voilà, le Sénat, nous avons fait déjà des minutes de silence. Je me rappelle pour le jeune Thomas, qui avait été tué dans un crime dans l'Isère, voilà. Voilà, à Crépol. Pourquoi tant de réticence à organiser une minute de silence? Alors après, il y a des accusations qui vont venir derrière et on les nourrit avec ce type de comportement. Alors effectivement, 2 poids 2 mesures et puis la question centrale de notre débat et notamment le terme d'islamophobie, on y consacrera du temps. Je voudrais tout de suite entendre Jean-Raymond Hugonet sur ce point précis, ce temps de recueillement. Était-ce la bonne formule finalement choisie par Gérard Larcher? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, j'appelle peut-être ma collègue Laurence Rossignol, que j'apprécie par ailleurs et que je connais bien, à un peu plus de retenue s'agissant d'un avis porté sur le président du Sénat. S'il est bien un homme politique aujourd'hui qui représente exactement la pondération qu'il faut dans ce moment difficile, c'est bien le président de la Haute Assemblée, Gérard Larcher. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a fait avec dignité, avec la retenue et à la fois la sérénité qui convient. Voilà, il n'y a pas toute fausse polémique qui va être instrumentalisée là-dessous à des relents un peu politiques. C'est pas trop mon genre, mais encore une fois, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de Gérard Larcher dans l'environnement politique aujourd'hui. Bon, on a entendu vos arguments à l'une et à l'autre et on va continuer d'aller un peu plus sur le fond de ce climat de racisme structurel, systémique ou pas en France. C'est une vraie question centrale, mais peut-être, Magali Lafourcade, cette atmosphère politique, là, parce qu'il n'y a pas seulement ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénat, qu'est-ce que ça vous inspire ? En fait, nous, à la CNCDH, on est l'évaluateur de la politique publique sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie depuis plus de 35 ans. Donc, on a un baromètre qui permet de voir l'état du pays. Et globalement, l'état du pays, il va mieux. C'est-à-dire qu'on voit depuis 1990 une France qui est de plus en plus tolérante, de plus en plus féministe, de plus en plus ouverte à l'autre, de plus en plus tolérante aussi aux minorités sexuelles. Et donc une France qui est plutôt sur la bonne voie. Et on sait ce qui fonctionne pour améliorer ça. Ouais. À l'intérieur de ça, il faut nuancer tout de suite, puisqu'il y a aussi une hiérarchie des rejets. C'est-à-dire que... Alors ça, on y reviendra un peu plus tard sur les différentes communautés. Mais sur la façon, finalement, parce que vous nous dites... On a des chiffres qui nous disent que la France va plutôt mieux, et ce sentiment quand même que c'est une source de polémique répétitive au sein de la classe politique. Quand on sait ce qui ne marche pas aussi, ce qui fait que ça nourrit l'intolérance, et c'est le fait de parler matin, midi et soir des musulmans en faisant des amalgames. Musulmans et terroristes, musulmans et délinquants, musulmans et assistanat. C'est ça qui... Donc l'autorité morale de nos responsables politiques et de certains relais médiatiques font que ça diffuse et ça banalise la haine. Et c'est pour ça qu'on a un niveau d'acceptation des musulmans qui est quand même pas très élevé dans le pays. Rachel Bignas, il y a aussi peut-être une instrumentalisation à l'autre bord de l'échiquier politique, du côté de la France insoumise, par exemple. Oui, à gauche de la gauche, bien sûr, on l'a vu ces derniers jours, une forme de récupération, un 2 poids 2 mesures, puisqu'on n'avait pas vu, par exemple, la France insoumise se saisir avec... autant de ferveur, si je puis dire, du dossier, par exemple, du drame du père Hamel. Donc, bien entendu qu'il y a une récupération
je veux dire, ça crève l'écran, qu'on jugera légitime ou pas. Des deux côtés de l'échiquier politique? Certainement des deux côtés. Là, il se trouve que comme c'est un drame, elle est plus marquée, en effet, du côté de la gauche dite radicale, du côté de la France insoumise. C'est là où, en tout cas, on la voit de manière plus marquée, de manière plus appuyée, avec des considérations certainement électorales derrière, bien entendu. Oui. Antoine? Ce qui est terrible, c'est quand même d'observer combien la classe politique dans son ensemble, pour le coup, se trouve prisonnière des crispations identitaires dont vous-même vous dites qu'elles sont largement surévaluées. Il y a toujours une peur qu'il y ait une forme de compétition victimaire, et dans cette compétition victimaire, on met malheureusement, très souvent, on voit dos à dos, l'antisémitisme et l'islamophobie. On se souvient qu'Emmanuel Macron n'avait pas participé à la marche contre l'antisémitisme par peur aussi, même si les raisons n'avaient pas été explicitées par l'Élysée, par peur d'éveiller des crispations dans une partie de la communauté française. Là, de même, on dilue le drame qui s'est produit dans cette mosquée avec le meurtre d'Aboubacar Cissé au milieu d'autres événements tout aussi tragiques, bien entendu, dans cette minute de silence, peut-être par peur d'alimenter des crispations identitaires. Le politique est comme écartelé en permanence entre des tensions qu'il sent dans la société française. Alors, sur notre question principale, la France est-elle anti-musulmane? Et écoutez ce qu'en dit le sénateur socialiste de l'Oise, Alexandre Ouizille, c'était cet après-midi au Sénat. Il parle d'un conditionnement. Ce contexte, aujourd'hui, c'est celui du conditionnement progressif de la société française à la détestation des musulmans. Il est des éditorialistes tous les jours, pour affirmer que l'islam est incompatible avec la République. Il est des influenceurs tous les jours, et la semaine dernière dans l'Oise, sur les réseaux sociaux, pour dire que le nom et le prénom des médecins qui nous soignent est trop arabo-musulman pour eux. Il est des essayistes pour disserter sur une idée empoisonnée, le fait qu'il y aurait désormais 2 peuples et non un peuple sur le territoire de la République. Laurence Rossignol, je commence avec vous. Est-ce que vous parlez d'un racisme anti-musulman en France? Alors, quand on dit en France, est-ce qu'on parle du pays? Est-ce qu'on parle d'un certain nombre de Français qui pratiquent et qui montrent leur racisme? Est-ce qu'on parle de l'État, de la France en tant que nation? Est-ce que c'est un racisme structurel? Voilà, il faut distinguer. Moi, j'ai pour le moment encore une bonne boussole en ce qui concerne la France, c'est 2015, le comportement des Français après les attentats islamistes de Charlie et ensuite surtout du 13 novembre. À ce moment-là, les Français se sont comportés d'une manière exemplaire. Il n'y a pas eu de représailles, il n'y a pas eu de ratonnade. Les Français étaient dans la rue et à aucun moment les Français, pendant ce drame, cette période terrible qu'on a vécue, ne se sont saisis de ces attentats pour se retourner contre les musulmans. Voire même, il y a eu beaucoup de témoignages de solidarité des Français qui allaient dire à leurs voisins... Alors, c'est quoi un musulman d'ailleurs? Leurs voisins arabes, qu'est-ce qu'on en sait s'ils sont musulmans ou pas musulmans? On va peut-être commencer. Moi, je suis très gênée par ce débat. Mais oui, mais il n'y a pas de statistiques en France, la loi l'interdit. Moi, je suis très gênée par ce débat. J'ai commencé ma vie politique et ma vie militante dans l'antiracisme. On était antiraciste. On combattait le racisme dont étaient victimes les Arabes et les Noirs, ainsi que l'antisémitisme. On savait exactement. Et puis progressivement, j'ai vu le mot racisme disparaître au profit du mot islamophobie. Et puis j'ai vu le mot arabe et noir disparaître au profit du mot musulman. Or, c'est une assignation religieuse que pour ma part, je n'accepte pas parce que je pense que la République doit garantir à tous ceux qui vivent en France les mêmes lois, la même protection que la laïcité leur donne. On a le droit d'être de culture arabo-musulmane et d'être agnostique, d'être athée, apostasique. Mais tout ça disparaît. Donc ce qui est très gênant dans cette... Oui, parce qu'il y a ce terme d'islamophobie ou de racisme anti-musulman, notamment pris par la famille d'Aboubacar Cissé juste après ce que je trouve très gênant pour toutes les personnes de culture arabo-musulmane qui vivent en France, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'espace pour s'émanciper de leur religion. Ils sont assignés à être des musulmans. Et ça, je trouve ça terriblement régressif. Voilà, ça c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a du racisme en France dont les Arabes, les Noirs et les musulmans sont victimes? Mais bien entendu. Dire le contraire, mais pourquoi je continue mon propos? Juste un mot. La difficulté et la perversité d'utiliser tout le temps le mot musulman, qu'est-ce qu'on dit pour qualifier les discriminations à l'entrée des boîtes de nuit, les discriminations à l'embauche? C'est pas anti-musulman, c'est pas quelle est la religion des gens. Donc on a une espèce de confusion de vocabulaire qui s'est installée.
et qui est préjudiciable et à tous les individus en tant qu'individus libres de faire leur choix religieux, mais qui est préjudiciable aussi à la lutte contre le racisme, qui est une lutte universaliste. On y reviendra probablement plus tard. Bien sûr, évidemment. Alors justement, je vous ai interrompu tout à l'heure, Magali Lafourcade, sur les résultats de votre baromètre, alors depuis plusieurs décennies, mais peut-être le baromètre annuel. On n'est pas là pour faire évidemment un classement mais il y a un certain nombre de faits, de racisme, d'hostilité, de haine. Comment vous l'évaluez, vous les évaluez? On fait cette hiérarchie des rejets, parce qu'on a un baromètre qui permet d'aller très loin dans l'analyse. Et donc on voit que les Juifs et les Noirs sont les minorités les mieux acceptées. Et puis, tout en bas de l'échelle, nous avons les musulmans et vraiment très très en bas, les Roms, où c'est le dernier racisme totalement banalisé. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que notre baromètre montre aussi que les gens qui ont les plus hauts scores d'aversion à l'islam sont aussi ceux qui défendent le moins la laïcité, le moins les femmes émancipées et le moins les personnes homosexuelles. Donc en fait, on met sous couvert d'islam insoluble avec les valeurs de la République des choses qui sont plutôt nuancées dans nos résultats du baromètre. Et si vous me permettez de dire un mot sur par rapport à ce que vient de dire Laurence Rossignol, je crois qu'il faut revenir un moment à la Constitution. Il y a écrit sans distinction de race, d'origine, de religion. Ça vient des lois de Vichy. On ne veut plus avoir à définir qu'est-ce que c'est qu'un juif. Est-ce que c'est une confession? Est-ce que c'est une origine? Est-ce que c'est... Voilà. Et bien c'est pareil pour n'importe quelle autre personne. Et c'est pour ça que je vous rejoins tout à fait. On ne veut pas avoir à assigner les gens. Est-ce que c'est au faciès? Est-ce que c'est parce qu'ils sont arabes? Est-ce que c'est parce qu'ils sont musulmans? Ça, c'est une cause universaliste qu'il faut absolument défendre. Oui. Racisme systémique ou racisme structurel, Rachel Bignaz, est-ce que vous récusez ces termes en France? C'est pas moi qui les récuse, c'est la situation. Si vous voulez, je ne fais pas d'idéologie, mais j'observe et je ne suis pas la seule. Il y a une lecture là-dessus. Grosso modo, ce qu'on peut dire dans les grandes lignes, c'est que depuis, on va dire, la fin des années 80, l'État lui-même, par le biais des collectivités territoriales également, n'a eu de cesse de développer le culte musulman, de l'aider en tout cas à se développer. J'en veux pour preuve des choses très factuelles, les aumôniers. Le nombre d'aumôniers musulmans qui a fortement progressé ces dernières années. C'est vrai aussi de la construction de mosquées, par exemple. Construction de mosquées, exactement. On en était grosso modo, on va dire, à quelques centaines dans les années 70-80. On est aujourd'hui à près de 3000 lieux de culte qui sont liés à l'islam. Et puis, vous avez bien sûr le bail amphithéotique qui permet aussi la construction dans ces mosquées. Par exemple, la mosquée de Créteil a en grande partie été financée par la collectivité locale qui est la ville, la mairie. Tous ces éléments mis bout à bout. Alors, et puis on peut parler même des fameux carrés confessionnels. Les places commencent petit à petit à se développer, à être de plus en plus nombreuses aussi parce qu'en fait, avec la crémation, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, des places s'allègent, se libèrent dans les cimetières. Tout ça fait qu'en effet, l'exercice du culte musulman s'en est retrouvé plus facilité des années 80 à aujourd'hui. Oui, mais alors quand même, vous y avez fait référence. Si on prend par exemple l'action que SOS Racisme peut mener, notamment le testing qu'ils font sur la discrimination à l'embauche, ou alors par exemple, les militants des SOS Racisme se sont récemment fait passer pour des propriétaires qui voulaient mettre un appartement en location auprès d'agences immobilières, et donc ils demandaient spécifiquement qu'on leur envoie pas de candidats noirs ou maghrébins. Il y a une agence immobilière sur 2 qui a accepté la demande, ou qui a même parfois conseillé aux propriétaires, aux faux propriétaires en l'occurrence, de pratiquer lui-même ce tri discriminatoire. Jean-Raymond Hugonet, je reprends avec vous, parce que est-ce qu'il n'y a pas là une forme de racisme quand même, alors je vais reprendre les termes, systémique ou structurel, ou pas? Alors, quand c'est sur 2 finalement. Non, mais écoutez, pour moi c'est très clair. Qui va essayer de faire passer la France, notre pays, notre nation, pour une nation et un pays raciste? Sincèrement, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Qu'il y ait du racisme dans notre pays qui s'exprime d'une façon ou d'une autre, avec l'exemple que vous venez de donner, bien évidemment, c'est vrai, il y en a. Mais encore une fois, c'est une infime minorité. Et ça, je vous l'assure, quand on est sur les territoires, c'est pas ce que l'on voit. Notre pays n'est pas profond. Comment voulez-vous, avec l'histoire que nous avons, que nous soyons racistes dans notre pays? Vous voyez, moi j'ai une religion, ça va peut-être vous surprendre, elle est là juste à côté de moi, qui s'appelle le football.
Alors évidemment, politiquement, c'est peut-être pas... Oui, je vois madame qui regarde, mais croyez... Albert Camus, n'oubliez jamais qu'Albert Camus a dit en 1957 « Tout ce qu'il sait de la morale, c'est au football qu'il le doit ». Comment voulez-vous qu'un pays comme le nôtre, qui a adoré Raymond Kopa, qui a adoré Michel Platini, qui a adoré Zinedine Zidane et qui adore... Moi aussi, je suis... peut-être quelques excités. Eh bien ça, je peux vous garantir que ça veut dire beaucoup du pays français. Alors, écoutez, j'ai aussi peut-être la passion du football qui est la vôtre. Je ne suis pas sûr de faire la même comparaison. Laurence Rossignol. Non, mais la vie quotidienne des gens qui vivent en France et qui sont issus de l'immigration subsaharienne ou maghrébine, ils ne sont pas tous joueurs de foot. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un sacré déni. Et il y a du racisme. Est-ce que pour autant, on peut parler d'un racisme structurel ou pas? Pardon d'être un peu têtu. Il y a en France un vieux fond qui est lié au fait qu'on est un pays colonial, qui est un fond de xénophobie, de racisme. Je ne suis pas sûre que ce soit pire en France que chez nos voisins, parce qu'allons voir dans les autres pays d'Europe du Sud, je peux vous assurer que le racisme est aussi très présent dans les comportements et les jugements quotidiens. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on se flagelle en disant la France est le pire Non, mais raciste. moi non plus, surtout pas. Oula, il y en a suffisamment qui nous attaquent ailleurs. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce que c'est que la vie des gens qui sont deux gamins, deux jeunes gens à côté de moi, dans mon entourage proche. Je discutais un jour, 2 Parisiens vivant dans le centre de Paris, un métis et un gamin caucasien, comme on dit dans les blancs. L'un, le gamin métis, étudiant, bonne famille, demandait à l'autre les contrôles d'identité, tu connais toi? Ils ont répondu, jamais ça m'est arrivé. L'autre racontait, dans ma rue, dans mon quartier, entre la fac et chez moi, je me suis retrouvé 4-5 fois depuis 6 mois, allongé au sol, les mains sur la tête, avec obligé de poser mon cartable avec mes bouquins de fac. C'est une réalité. Il faut pas s'étonner. Et le petit racisme, juste un mot, le petit racisme me racontait aussi, parce que c'est intéressant ce que vous racontent les gens. Copine qui me disait, pendant le ramadan, ses collègues de boulot qui lui disent, mais je comprends pas, tu fais pas le ramadan toi? Elle me dit, qu'est-ce que je réponds? Je dis, tu réponds, et toi, tu fais pas le carême? Voilà, non. Et voilà, la majorité des gens qui sont issus d'un milieu catholique ne font pas le carême. Et il y a beaucoup de gens arabo-musulmans qui ne font pas le ramadan. Mais c'est des assignations permanentes. Antoine, un mot et ensuite je vous redonne la parole à chez Oui, je crois qu'effectivement, le mythe de la France black blanc beurre que nous aimons tous aimer, il n'y a pas lieu comme ça de le passer par-dessus bord. En revanche, on ne renie rien à la promesse universaliste en prenant acte du fait simplement que l'ascenseur social ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Et si racisme structurel il y a, ce racisme structurel, il n'est pas inscrit dans le corps de nos institutions, mais dans le territoire. Ce territoire, le peuplement issu de la décolonisation, ça se lie à l'échelle du territoire. Il y a une ségrégation spatiale. On ne peut pas faire mine de ne pas voir que certains quartiers sont peuplés de gens issus de l'immigration qui ont moins de chances d'accéder à des postes à responsabilité en France en 2025. Ne pas vouloir le voir, c'est faire fi d'une réalité et très sincèrement s'entretenir dans des préjugés qui n'ont plus lieu d'être. On va parler d'islamophobie dans un instant, parce qu'il y a aussi une polémique autour de l'utilisation de ce terme ou pas. Rachel Bignaz, vous vouliez intervenir sur cette partie. Oui, juste quelques mots, parce qu'il y a des études en fait qui sont sorties et qui battent en brèche certains mythes. Bon, déjà sur la réussite, est-ce qu'elle est vraiment plus difficile quand on vient de quartiers prioritaires? Est-ce que c'est dû à la couleur de peau, aux origines ou alors au sexe? Parce qu'en fait, il faut se le poser. Pourquoi les jeunes filles y arrivent mieux que les garçons? On peut aussi se poser la question de l'éducation qui est donnée, du rapport à l'effort chez les jeunes garçons ou chez les jeunes filles, qui peut être différent. Ensuite, je vous renverrai à l'étude qui a été faite par des sociologues universitaires qu'on pourrait classer à gauche, qui s'appelle le faciès du contrôle, à propos justement du contrôle, et qui montre qu'en fait, il y a 3 facteurs déterminants dans un contrôle de police. Le premier, c'est le sexe. En réalité, c'est-à-dire selon qu'on soit un garçon ou une fille, on ne va pas Avant la couleur de la peau. Exactement. Le deuxième, c'est la tenue. Si vous êtes en tailleur ou en jogging, ça ne sera pas la même chose. Et ensuite, en effet, la couleur de la peau. Pour résumer, si vous êtes une femme noire en tailleur, vous aurez moins de chances d'être contrôlé que si vous êtes un homme blanc en enfin, c'est pas parce qu'on porte un sweat à capuche et qu'on est métis qu'on doit se faire contrôler. Est-ce que je viens de dire ça? Non.
Mais bon... Non, franchement, est-ce que je viens de dire ça? Est-ce que je viens de dire ça? Je suis en train d'expliquer, c'est fatigant, je suis en train d'expliquer le résultat d'une étude qui montre qu'il y a d'autres facteurs que forcément la couleur de la peau. Je ne suis pas en train de légitimer un contrôle, je ne suis pas en train de vous dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Je vous dis ce qu'il en est. Et il faut pouvoir l'entendre. Ensuite, si on peut considérer que c'est légitime, pas légitime, que c'est normal, pas normal, ça c'est pas à moi d'en juger. Je vous parle d'une étude. Ensuite, force est de constater qu'aujourd'hui, et tant mieux quelque part, on a à des postes de responsabilité des gens comme Rachida Dati. Rachida Dati, elle est ministre de la Culture. C'est pas rien, fille d'immigrés, elle est ministre de la Culture. On n'a pas vu, et tant mieux, le RN ou Reconquête s'en émouvoir ou expliquer que vous vous rendez bien compte qu'il y a un progrès qui a été fait. Quand on a eu Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale, on a vu les réactions. Pas pour les mêmes raisons. Ensuite, vous vous rendez bien compte qu'il y a un progrès qui a été fait, et encore une fois, c'est tant mieux entre les années 60-70 et aujourd'hui en France. Ce qui fait aussi que c'est un territoire qui attire aussi une immigration venue de pays subsahariens ou maghrébins de tradition donc musulmane, qui voient en la France une terre refuge. Et je finirai là-dessus. Aujourd'hui, où est-ce qu'un écrivain musulman est emprisonné? C'est pas en France, c'est en Algérie. On va parler de ce terme d'islamophobie qui a donc été largement utilisé et qui fait polémique depuis l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Il a été employé lors de la conférence de presse de soutien à la famille du fidèle de la mosquée de la Grande Combe. C'est un crime islamophobe, c'est un acte terroriste. Et aujourd'hui, nous avons peur. On tue dans la mosquée. Demain, c'est quoi? On viendra frapper à nos portes pour nous tuer? Ce sera une chasse aux musulmans? Voilà la question que la communauté, elle se pose. Antoine, je me tourne vers vous. Racisme anti-musulman ou islamophobie, pourquoi cette difficulté, voire cette incapacité à nommer la haine? Écoutez, ce qui est sûr, Thomas, c'est que l'émotion légitime elle consacre l'utilisation d'un terme qui était jusqu'ici réservé à Jean-Luc Mélenchon, l'islamophobie. Désormais, François Bayrou le reprend à son compte, mais au lieu de s'unir dans un moment de deuil national, la classe politique a trouvé un moyen de se déchirer sur cette appellation d'islamophobie. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau récusent une terminologie importée par les frères musulmans. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que même du côté de SOS Racisme, Dominique Sopo éprouve un certain malaise avec l'islamophobie et lui préfère une variante, le racisme anti-musulman. Ce n'est pas une coquetterie sémantique de la part de Dominique Sopo. Il n'y a pas si longtemps que ça, rappelons-le, des dessinateurs sont morts d'avoir moqué le prophète Mahomet. Depuis Charlie Hebdo au moins, on sait que la lutte contre les discriminations anti-musulmans ne doit pas annuler à aucun moment la possibilité de critiquer les préceptes du Coran. C'est ce fameux droit au blasphème qu'a professé le professeur Samuel Paty au prix de sa vie. Oui. Comment Jean-Luc Mélenchon a-t-il adopté ce terme d'islamophobie ? Alors, le leader de la France Insoumise s'est converti sur le tard. Laurence Rossignol en sait quelque chose. Après une longue carrière de laïcard intransigeant, comme on a coutume de dire, il fut un temps où Jean-Luc Mélenchon faisait du voile un signe de soumission patriarcale. En 2010, il s'indignait même qu'une candidate du nouveau parti anticapitaliste arbore une burqa, ce bout de tissu qu'il qualifie alors de chiffon sur la tête. C'est le même Jean-Luc Mélenchon dans les bras duquel une Française de confession musulmane a fondu en larmes, s'est littéralement réfugiée au rassemblement en mémoire d'Aboubacar Cissé, place de la République. Passons sur les accusations de clientélisme électoral, elles ne sont pas si importantes parce qu'on se fiche bien au fond de savoir si la reprise du terme d'islamophobie offre une victoire sémantique ou symbolique à Jean-Luc Mélenchon. Le fait est qu'il existe bel et bien un sentiment chez les musulmans de ce pays qu'il existe un deux poids deux mesures sous les ordres de la République et que les parlementaires à l'Assemblée nationale comme au Sénat aient hésité longuement à faire une minute de silence après le drame survenu dans la mosquée ne fait qu'accentuer ce décrochage moral dans la communauté musulmane. Il y avait eu d'autres polémiques, évidemment, auparavant. Ah oui, ça n'a pas manqué. Avant ça, il y avait eu la polémique sur le burkini, bien sûr, récurrente, sur le port du voile par les accompagnatrices de sorties scolaires, mais aussi sur l'adaptation du temps de travail pendant les périodes de Ramadan. Et c'est précisément cela qui laisse le champ libre aux disciples de Jean-Luc Mélenchon pour imposer et répandre l'idée d'une islamophobie d'État. Alors oui, ça va encore plus loin, islamophobie d'État, avec ce sentiment que les musulmans seraient traités comme des citoyens de seconde zone. Absolument, Thomas. C'est cette idée qui voudrait que la loi de la République persécute toujours les mêmes, toujours les musulmans sous couvert de laïcité. Ce fantasme, car c'en est bien un, d'une islamophobie d'État a pris de l'ampleur depuis la loi contre le séparatisme adoptée en 2021. Or, cette législation ne vise pas les musulmans, pardon de le dire,
Elle vise une série d'associations cultuelles, notamment, qui pratiquent l'entrisme islamiste et fragilisent la cohésion nationale. On a beaucoup dit pendant la période des attentats, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Là aussi, il y a lieu de ne pas faire d'amalgame entre musulmans et islamistes. Disons-le, la France n'est pas un pays d'apartheid pour les musulmans. Non, la laïcité n'est pas le faux nez que se donnent les islamophobes. Et de même, la loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles à l'école est une garantie offerte à la liberté de conscience. La France, pour finir, c'est aussi ce pays dans lequel la justice administrative protège un lycée musulman, comme le lycée Averroès de Lille, dès lors qu'il remplit son cahier des charges. C'est le signe peut-être que la promesse de l'universalisme résiste encore dans ce pays. Effectivement. Est-ce que vous employez ce terme, Makali Lafourcade, islamophobie? Nous, on préfère acte anti-musulman, parce que justement, il y a ce double sens dans l'islamophobie. Certains le prennent comme quelque chose qui vise les musulmans, et d'autres le prennent comme quelque chose qui empêche la diffamation des religions, c'est-à-dire le droit au blasphème, enfin l'interdiction du droit au blasphème. On n'aurait plus le droit de rien dire sur l'islam. Et la CNCDH étant très attachée à la liberté d'expression, on peut critiquer toutes les religions, y compris l'islam. On l'utilise, enfin les chercheurs qui sont affiliés à la CNCDH l'utilisent quand ils utilisent le référentiel islamophobia de la nomenclature anglo-saxonne qui est utilisée dans beaucoup d'organisations internationales. Mais sinon, dans nos rapports, dans nos travaux, depuis des années, on n'utilise plus, depuis qu'on a vu monter cette polémique, on l'a utilisé dans le passé, mais on est très précautionneux parce qu'on sait qu'il y a un double sens et des instrumentalisations. Donc, pour s'éviter les problèmes, étant donné que le mot anti-musulman est tout à fait opérant, fonctionne parfaitement pour pouvoir décrire la situation. Et puis on en revient au fait que dans le cas de cet assassinat, je trouve que cette polémique en fait a pas vraiment de sens, puisque on a une personne arabe, musulmane, qui est dans un lieu de prière. Donc là, c'est juste raciste. On est dans la définition sans distinction de race, d'origine, de religion, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir à dire à l'intérieur du racisme quelle sous-catégorie est visée, parce que sinon on devra le faire pour d'autres catégories. Et là, c'est très malaisant, puisque les arguties juridiques deviennent vite quelque chose absolument abject. Oui, Jean-Raymond Hugonet, je reviens vers vous. Est-ce que le Premier ministre a fait une erreur en reprenant ce terme d'islamophobie ? Oui, d'abord, je tenais à dire que tout ce qui se dit là sur votre plateau depuis tout à l'heure est extrêmement intéressant. Justement parce qu'on va au fond et on reste pas sur la forme des choses. Je pense que le Premier ministre, effectivement, a fait peut-être un écart de langage ou une erreur en prononçant cela, parce que, encore une fois, les choses sont claires dans notre pays. En tout cas, elles m'apparaissent très clairement. C'est un pays laïque, et c'est le seul au monde à être laïque. Laïque, ça ne veut pas dire qu'il est contre les religions. Chacun peut l'exercer, peut exercer son culte sans aucun problème. C'est bien la richesse de notre pays. Maintenant, il ne faut pas qu'on tombe dans le prosélytisme et que le fait de pratiquer son culte puisse en gêner d'autres. Chacun a la liberté de le faire, et c'est ce qui est dans notre pays absolument fabuleux. On est le seul à le faire. On est dans un pays de liberté qui a cette laïcité que certains ne comprennent pas clairement, ou certains combattent peut-être, mais pour moi les choses sont très claires. Et là-dessus, pour répondre précisément à votre question, oui, je pense que le Premier ministre aurait mieux fait de rester dans une sémantique plus proche de ce qu'exprimait Madame Lafourcade à l'instant. Laurence Rossignol, est-ce qu'on peut aller plus loin ? C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'utiliser ce terme d'islamophobie, c'est pas une remise en cause, finalement, peut-être dangereuse, de la laïcité à la française ? Ce qui est clair, c'est que le mot islamophobie, il n'est pas arrivé comme ça de nulle part, et on l'a vu particulièrement en France être diffusé après l'attentat Charlie, dans lequel il s'est dit à ce moment-là que les journalistes de Charlie, en publiant les photos et les caricatures du prophète, avaient produit des dessins, des caricatures islamophobes. On a beaucoup utilisé ce mot-là. Et donc, si on le prend au pied de la lettre, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de se moquer des religions. C'est exactement ça. Et donc danger pour notre laïcité. Et c'est pour ça que des gens comme moi, qui sont extrêmement attachés à la laïcité et surtout à la liberté de conscience et au droit de critiquer les religions et au droit au blasphème et au droit de dire que toutes les religions maltraitent tous
toutes les religions, que ce soit la religion catholique, la religion catholique, la religion juive, la religion musulmane, toutes ces religions, quand on lit leurs textes fondamentaux et leurs coutumes, dans leur version la plus traditionnaliste, sont toutes assez maltraitantes à l'encontre des femmes. Je veux pouvoir continuer de dire ça sans me faire renvoyer à une quelconque phobie. Voilà, c'est ma liberté de conscience de française issue de la loi de 1905. Ouais. Et on sait bien que dans cette affaire de islamophobie, il y a une critique de la loi de 1905, il y a une critique des lois sur la laïcité. Quand vous demandez, par exemple, aux députés de la France Insoumise, qui expliquent que nous vivons dans un pays avec une islamophobie d'État, on demande des preuves. Qu'est-ce qu'ils donnent comme preuve? Ils donnent la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Or, cette loi de 2004, on y est très attaché parce que c'est une loi qui protège les filles dans un espace particulier qui est celui de l'école, qui doit effectivement garantir à tous les enfants la plus grande capacité d'émancipation. Et il y a un problème avec cette histoire d'islamophobie, c'est qu'en fait, moi j'ai vu dans la gauche deux camps. Ceux qui ont fait le choix de promouvoir les revendications identitaires religieuses portées par les franges les plus radicales du monde musulman, c'est-à-dire par ceux qui se reconnaissent, non pas l'islamisme au sens terroriste, mais l'islamisme en tant que projet politique, parce que c'est un projet politique. Et ces franges radicales sont venues nous dire qu'il fallait laisser les filles aller à l'école avec des foulards. Et puis il y avait celles à gauche qui, comme moi, considéraient que le rôle de la République, c'était de protéger celles qui ne voulaient pas le porter. Et je pense qu'une partie de la gauche a fait le mauvais choix à ce moment-là. Nous aurions dû être derrière toutes celles qui refusaient les contraintes religieuses. Et une partie de la gauche a retrouvé derrière ceux qui poussaient les revendications religieuses. Et je vais juste dire un mot par rapport... Tout à l'heure, j'entendais la famille d'Aboubacar Cissé qui disait les musulmans ont peur. Eh bien, écoutez, on est quand même bilan aujourd'hui. Les musulmans ont peur, ce que je veux bien croire. Les arabes non musulmans ont peur aussi, parce que personne ne fait la distinction entre un arabe musulman et un arabe non musulman. Et les juifs ont peur. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait se mettre autour d'une table et se dire, bon, qui bug là-dedans? Qui déconne? Excusez-moi de la vulgarité de mon propos, parce qu'il y a quand même un bon nombre. Et ici au Sénat, on voit aussi la droite qui utilise la laïcité, effectivement, non pas de manière laïque, mais de manière spécifique à l'encontre des musulmans. Je reviens sur les hésitations, pour reprendre les termes que vous utilisiez, Antoine, à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la minute de silence pour l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Est-ce que finalement ces hésitations, ça ne donne pas du grain à moudre à ceux qui disent « attention, la France est islamophobe » ? Je crois déjà que la minute de silence, on voit bien que c'est un enjeu en fait politique qui piège tout le monde. La preuve, c'est que, si j'ai bien compris, cette minute de silence n'était pas simplement pour cette tragédie-là, mais on a rajouté le rabbin à Orléans. Ça, c'est ce qui s'est passé au Sénat aujourd'hui. Exactement. Pas à l'Assemblée. C'était pas le cas à l'Assemblée. À l'Assemblée, c'était uniquement pour Aboubacar Cissé. Mais vous voyez bien que finalement, on ne sait plus ce qu'il faut justement, à quelle tragédie cette minute de silence doit à chaque fois être raccrochée. Et la peur, quelque part, presque de louper le coche. Qu'est-ce qu'il faut, finalement, à quoi il faudrait rendre hommage ou ne pas rendre hommage, selon quels critères, etc. Ça met tout le monde, en réalité, tous les groupes politiques, dans une situation assez particulière et assez délicate. Oui, mais on parlait du deux poids, deux mesures. C'est un sentiment qui est quand même ressenti par une partie de la communauté musulmane ou arabo-musulmane. Donc, quand on voit cette hésitation, encore une fois, on ne nous traite pas comme les autres. Quoi. Je ne sais pas ce qui est ressenti. Déjà, le terme même de communauté musulmane me met quelque peu mal à l'aise. Mais bon, on est bien obligé de mettre des mots. Pardon. L'Ouma, ça existe. L'Ouma existe pour ceux qui font la promotion de l'islam politique. Oui, je n'utiliserai pas ce... Mais on parle aussi de communauté catholique, on parle aussi de communauté juive. Non. Bon, non. Si, mais pardon, tout le monde emploie ces termes-là. Puis la quasi-totalité des musulmans que je connais, qui sont des musulmans laïcs, qui vivent comme vous et moi, n'utilisent jamais le mot Oumma. Le mot Oumma est un mot très connoté politiquement. Et j'irais même plus loin, en fait, le terme de communauté, quand il est utilisé dans les milieux musulmans, pour le coup, c'est plutôt son pays d'origine. Ça va être les Turcs, ça va être les Marocains, ça va être les Algériens, etc. Mais l'idée d'une communauté musulmane, mais pourquoi pas? Allons-y, prenons ce... Force est de constater. Alors quel mot on met? Non, je le prends. Moi, je pose la question. Je suis tout à fait prêt à trouver le bon mot. Magali, au niveau de la loi, l'appartenance réelle ou supposée.
Oui, alors là, ça me fait des phrases très longues à chaque fois, hein, mais je veux bien. Hein. Mais imaginons, parlons de la communauté musulmane ou les Français. J'ai dit arabo-musulmane. Arabo-musulmane. Et alors là, vous ouvrez encore une autre brèche. mais parlons des Français musulmans, etc. Je crois qu'il faut faire en tout cas attention, et cette idée qu'il faut. Ma question, c'était le 2 poids 2 mesures, en fait. Je veux bien vous entendre là-dessus. Oui, mais où est le 2 poids 2 mesures? D'aucuns vous diront que finalement, les actes anti-musulmans en France sont nominalement et proportionnellement beaucoup plus faibles que, par exemple, les actes qui visent les actes antisémites. Oui. On vous dira aussi qu'on change d'établissement scolaire, d'université des enfants d'origine juive, que ce soit réel ou supposé. On n'a pas des centaines de jeunes gens que l'on doit changer d'établissement parce qu'ils sont musulmans. Donc, attention à l'idée entretenue, parfois à des fins politiques, selon laquelle vous répondez à la question en disant que ce sentiment est exagéré. C'est ce que j'entends dans votre 2 poids 2 mesures. C'est ce que j'entends dans votre réponse. Il est propre et je peux pas. J'ai réussi à avoir une réponse. J'en suis ravi. Et je peux pas douter là-dessus. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que de manière tangible, de manière matérielle, il est difficilement traduisible, et en d'autres termes, ceux qui l'utilisent ou ceux qui agitent cette espèce de chiffon rouge mettent, je pense, les Français d'origine musulmane dans une situation de fragilité qui n'est pas la leur. Bon. Vous vouliez intervenir sur ce point précis? Oui, je pense qu'au-delà de 2 poids 2 mesures, ce qu'il faut, c'est maintenant qu'il y ait de l'action politique, parce qu'on ne demande pas aux responsables politiques d'être dans une fausse commisération ou une fausse empathie. On le sent tout de suite s'ils sont sincères ou pas. Je crois que le citoyen le ressent. Ce qu'on veut maintenant, c'est des actes. Ils sont là pour ça, nos responsables politiques. Et quand j'entends des responsables actuels dire qu'il faut lutter contre toutes les discriminations, alors que l'année dernière, il n'y a eu que 5 condamnations pour discrimination, tout chef de discrimination confondu, on a 23 critères dans la loi pénale quand même, ça montre qu'on est très très loin de pouvoir répondre aux ressentis, que ce soit les femmes, les musulmans. Ça vaut pour les femmes aussi. Exactement. Et donc, on a vu une explosion des actes racistes depuis 2 ans, que ce soit les actes antisémites, les actes anti-musulmans, etc., surtout les actes antisémites. Et face à ça, on a une démobilisation de nos responsables politiques sur ce champ de l'action. Il nous reste 2 minutes et donc je vais donner la parole aux 2 responsables politiques qui sont ici ou en duplex. Je commence avec vous, Laurence Rossignol. Plus d'actes de racisme, pas d'action ou de volontarisme politique. Je reprends vos termes. Juste un mot déjà. Moi, je fais très attention à ne pas tomber dans ce piège qui nous est tendu, celui de la concurrence victimaire, qui est absolument terrible. Moi, je prône un antiracisme universaliste. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé dimanche à la manifestation avec Jérôme Gage, exclu de la manifestation parce qu'il est juif. Il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Hein. C'est pour ça. C'est quoi ces manifestations contre le racisme où on exclut les juifs des manifs? Ça ne va pas du tout. Et c'est pour ça que je défends l'universalisme. Après, que doit faire la politique? Déjà se demander quelles sont les causes sociales de tout ça. Parce qu'avant tout ça, il y a des causes sociales. C'est-à-dire que c'est la ségrégation spatiale, la relégation spatiale, qui joue aussi le fait que pour les uns, il n'y a pas de sortie du quartier, alors que pour les autres... Et quand je dis les uns, ce n'est pas simple, c'est pas des questions d'assignation ethnique, raciale ou communautaire. C'est qu'il y a des gens qui montent dans l'ascenseur républicain, y compris, disait Rachel Binas à l'instant, les filles, bien entendu, beaucoup plus que les garçons. Donc on a un problème avec les garçons, incontestablement. Et on n'a plus de politique d'intégration. En fait, ce sont les questions sociales. Moi, je trouve que... Juste un mot. Allez-y. Sarkozy a supprimé ce qu'étaient les outils de politique d'intégration qui étaient au ministère des Affaires sociales. Il a tout transféré à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur. Nous n'avons plus qu'une seule politique d'entrée et de séjour des étrangers en France. Nous n'avons plus de pilotage des politiques de promotion sociale et d'intégration des étrangers. D'intégration, c'est la réponse que vous nous apportez. Quelle est la vôtre, Jean-Raymond Hugonet, sur le manque de volontarisme politique? Le foot. Alors, déjà, dans un premier temps, vous voyez, on est sur la bonne voie avec Laurence Rossignol, parce que je partage tout à fait la première acception de ce qu'elle a dit, s'agissant de la concurrence victimaire. C'est insupportable. Donc, je suis parfaitement d'accord. Ensuite, ce qu'il faut tout simplement aux politiques, auxquels on demande toujours maintenant de résoudre par la loi, forcément, tous les problèmes du monde, rappeler profondément et faire énormément de pédagogie sur ce qu'est notre pays, qui est totalement méconnu, y compris aujourd'hui par ses habitants, savoir sa construction, comment cette constitution, comment la laïcité, comment tout cela est arrivé, comment on doit le respecter, et quand chacun respecte les autres, il n'y a, sans essayer d'imposer sa façon de voir les choses, eh bien à ce moment-là,
la France est ce qu'elle restera, parce que ce ne sont pas une bande d'excités, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui vont effacer la façon dont est construite notre pays. Et c'est ça qu'il faudrait rappeler, y compris parfois d'ailleurs aux politiques. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Magali Lafourcade, le titre de votre livre, Démasculiniser la justice, aux éditions Les Petits Matins, à paraître le 7 mai prochain. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.